Bien, bonsoir à tous et merci de suivre ce live si vous le suivez en direct. On avait évoqué l'instant avec Alain Guiraudy. Merci beaucoup Alain Merci d'être là ce soir. On est ravis d'accueillir ce grand cinéaste. C'est pas tous les jours qu'on en reçoit un ici. Et aussi ce grand écrivain, à mon sens, qui publie donc ce livre, Rabelais, qui a paru fin août, je pense, aux éditions POL. 19 août. Le 19 août. Une somme de 1039 pages, je crois, à peu près, ouais, c'est ça. Un livre passionnant, une expérience de lecture presque, puisque c'est un livre de plus de 1000 pages, 100 chapitres, qu'on lit très facilement et en même temps, je trouve, assez rapidement, puisqu'on est pris dans la pensée du narrateur, qui s'appelle Jacques. Est-ce que, Alain, tu pourrais tenter de résumer ce roman picaresque, résumer les aventures de Jacques? Comment est-ce que t'en parles? Alors, résumer le roman. Non, déjà, c'est très compliqué de le résumer, quoi. Bien sûr. Disons qu'il est très foisonnant, il y a beaucoup de péripéties. Je suis désolé, mais ça, c'est gênant, là, quand même, que des gens parlent. Non, il y a beaucoup de péripéties, il se passe beaucoup de choses. Donc, Jacques Bangor, déjà, voilà, c'est un personnage, un vieux berger, qui à un moment le nomme Rabelais, le traite de Rabelais, puisque c'est même assez péjoratif dans sa bouche, et un Rabelais, et on apprend à cette occasion que c'est un personnage, quelqu'un qui est jamais chez lui, qui traîne, qui est toujours à droite à gauche, chez les uns, chez les autres. Il y a du pique-assiette, il y a du fouineur dans le concept du Rabelais. Du vagabond, mais bon, encore vagabond, c'est romantique, c'est une figure romantique, le vagabond. Le Rabelais, non, c'est même moins romantique que ça, quoi. C'est quelqu'un qui a chez lui, mais qui est toujours un peu chez les autres, à droite à gauche. Voilà, je trouve que le concept de pique-assiette et de fouineur est pas mal, et correspond assez bien à Jacques. Il a chez lui, il habite à Bellegarde, une petite ville qui est vaguement située dans un triangle entre Clermont-Ferrand, Toulouse et Montpellier. Il est un peu en train de quitter sa vie, il ne voit plus trop ses copains, ses amis, que ce soit ses camarades politiques ou ses amis de la vie de tous les jours, ou ses anciens collègues de boulot, dont certains avec lesquels il était vraiment très lié. Il ne les voit plus, il est en train de partir vers un autre monde, une vallée qu'il a découvert à 60 km de chez lui, dans laquelle il va à vélo régulièrement. Et là, il décide d'intégrer ce monde-là, quoi, le monde qui est autour d'un village qui s'appelle Gogolus, et surtout autour du col de l'homme mort, qui a toujours été un lieu un peu mythique pour lui, mais où il ne s'était jamais vraiment rendu, quoi. Donc là, il y a des personnages assez ou en couleur, on va dire, parfois fantasque. Il y a notamment un couple de vieux paysans qui vivent là-haut, sans eau, sans électricité, dans la montagne au col de l'homme mort. Il y a et notamment il y a un vieux paysan, on comprendra petit à petit, enfin je ne sais pas si je le dévoile, mais finalement il ne vit pas avec celle qu'on croit, il vit avec une femme plus jeune. Il y a Rosine, la patronne du café de Gogolus, le café qui vivote, il n'y a plus vraiment de monde dans son café, qui vient de perdre son mari. Il y a le fils de Rosine avec qui ça va très mal se passer. Il va aussi à Clermont-Ferrand, il va aussi voir son amant occasionnel qui est Robert, avec qui ça se passe super bien sexuellement, mais ça se passe bien pendant 2 jours grand maximum, et après ça clash, quoi, voilà, et il repart, quoi, parce qu'il en a marre, quoi. Est-ce que tu sais combien il y a de personnages d'ailleurs? Non, non, mais je pense que ça doit être quantifiable assez facilement. Je ne pense pas que ça excède de personnages nommés. Je ne pense pas que ça excède la vingtaine. Et on parle de ton livre comme d'un roman qui s'ancre dans la tradition picaresque. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais délibérément faire, trouver? Alors moi je ne l'ai pas pensé comme un roman picaresque, même si je suis un grand fan de Cervantes, oui, finalement même du roman picaresque, ouais, Quevedo, tout ça, ça m'a vachement plu. Après, moi je l'ai pensé comme un roman à beaucoup, voilà, j'avais envie que ça foisonne, que ça parte de partout, qui est plein de péripéties. C'est un roman sombre, c'est un roman dans lequel j'ai eu envie
de tout mettre, quoi, Oui. finalement. Ouais, finalement, depuis, je pense qu'on retrouve un peu tous les thèmes qui me sont chers depuis que je fais du cinéma. Et ça ouvre aussi d'autres portes vers peut-être, sans doute vers d'autres films, mais d'autres portes, je pense, d'autres thématiques. Oui, je pense que c'est mon film le plus métaphysique que j'ai fait, quoi. T'as dit film. Voilà, et je fais toujours le lapsus, donc mon roman le plus métaphysique que j'ai fait. Alors j'allais y venir parce que justement, on retrouve dans celui-ci, mais comme dans le précédent, comme dans L'Inconnu du lac, comme tes autres films aussi, comme dans Rester vertical d'ailleurs, toujours les mêmes thèmes finalement. Et le personnage est toujours un peu un rabat-laïr finalement. C'est vrai, oui. Et, toujours un peu le même personnage. Et il y a aussi une volonté politique chez toi, quand tu m'avais dit dans notre interview qu'on a fait pour Têtu, que tu parles délibérément de aussi rapport, comme dans tes films, à des corps qui sont pas forcément jeunes, qui sont pas forcément vieux, qui sont pas forcément des canons de beauté. Ça, c'est toujours un truc que tu fais, c'est important. Oui, ouais, même je pense que dans le roman même, je pense que je m'en donne vraiment à cœur joie là-dessus, quoi. Déjà en multipliant un peu les aventures amoureuses et sexuelles, ce qu'on fait un peu moins, ce qui est plus facile à faire sur 1000 pages, sur un roman de 1000 pages que dans un film d'1h30, quoi. Je pense même que je pousse un peu plus de bouchons sur la fascination pour la laideur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois du goût personnel, du fantasme personnel aussi, du fantasme et de la, oui, et de la, et d'un désir politique aussi, quoi, ce qui est effectivement l'importance pour moi effectivement de combattre les canons de beauté, ou en tout cas d'érotiser, de sexualiser une partie de la population qui a rarement droit à ça, quoi, voilà. Dont les vieux, dont les gros, dont les moches, quoi, voilà, alors les vieux, c'est pas très nouveau chez moi, je pense que la nouveauté, quand même, c'est un personnage comme Gabin, quoi, voilà. Qui est effectivement qui est très seul, qui vit seul à la campagne, qui est très moche, quoi, qui a même recours un peu à une potion, qui a recours à la brigoule, cette potion magique pour s'envoyer en l'air avec Jacques Bangor, quoi. Et puis après, oui, mais pareil, c'est pas une nouveauté non plus. Il y a ce vieillard, ce vieil homme, qui par contre est vraiment très très vieux, et qui, puisque d'aucuns disent qu'il a connu Napoléon III, qui plane un peu sur le pays comme une légende, quoi, et qui a encore de très belles érections, quoi, à son âge. Voilà. Et qui vient d'avoir des enfants et tout, quoi. Tu disais justement que c'est plus facile dans un livre que dans un film d'1h30. J'ai deux questions. La première, là-dessus, comment est-ce que tu choisis entre un film et un livre? Est-ce que tu choisis comment ça se fait, comment l'organisation entre les deux, tu vois? Comment ça se passe? Oui, qu'est-ce qui fait que ça devient un roman publié plutôt qu'un scénario? Alors, je pense qu'il y a une question de forme, quoi. Il y a une question de, je pense que précédemment, mes romans devenaient des films parce que je ne trouvais pas la forme romanesque pour les écrire, et y compris la forme qui me donne envie, moi, d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc, je pense qu'en plus, j'ai tendance à penser que la littérature, c'est quand même une activité de vieux, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, moi, j'aimais bien déjà, je me sentais incapable de tenir la plume et d'arriver au bout d'une œuvre réelle, d'une œuvre accomplie, aboutie, tout seul. Ouais. Voilà. Alors que t'écrivais beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup, quoi, voilà. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à trouver ma musique à moi, et j'arrivais pas à m'y coller vraiment à fond, quoi, voilà. Alors que le cinéma, ce qui a vachement bien, c'est qu'il y a la phase solitaire,
qui me plaisait beaucoup, le moment où on rêve le film, et puis la phase communautaire qui va généralement très bien aux jeunes gens, quoi. Enfin, la phase communautaire du tournage, et moi j'adorais ça quand j'étais jeune, quand même, le tournage, enfin, pas que ça soit une corvée aujourd'hui, mais quand même je pense que je préférais ça. Voilà. Puis la phase un peu plus conjugale du montage, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire on arrivait au bout d'une œuvre aboutie, au bout d'un processus qui mêlait plusieurs étapes, et ça me convenait très bien, quoi. Ça me convient toujours, mais je pense que il y a un truc qui s'est trouvé chez moi du côté du roman, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à tenir la plume pendant longtemps, sans me mettre la pression, à arriver au bout d'une œuvre aboutie, d'une façon très très détendue, en me disant, bon, un truc comme Rabelais, effectivement, je ne suis pas parti en me disant, tiens, ça va durer... Je pars pour 1000 pages, quoi. Ouais. Je ne me suis jamais dit ça. J'ai commencé à l'écrire parce que finalement, après Rester vertical, donc mon dernier film sorti en salle à ce jour, j'étais un peu sec, donc tranquillement, généralement, c'est ma façon aussi de m'y remettre. Je me suis dit, bon, tiens, voilà, on va écrire. J'avais des trucs qui me trottaient en tête, mais par exemple, l'histoire du vieux berger, de la jeune femme et de sa jeune femme, et du mec qui leur court après pour essayer de comprendre, de percer leur mystère. J'avais déjà écrit ça en scénario. J'avais commencé à écrire ça en scénario, j'ai arrêté le scénario et ça ressort sous forme romanesque. Donc c'est même dans l'autre sens maintenant que ça se produit, quoi. C'est-à-dire que... et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que d'une part, il y a... j'ai trouvé ma forme, quoi. Voilà, et qu'est-ce qui a fait, comment tu l'as trouvé? C'était ça ma question. Quel moment a été... Je pense que j'y ai été très simplement. Je pense que l'écriture scénaristique aussi m'a beaucoup aidé. Hein. Des années de pratique de l'écriture scénaristique m'ont aidé aussi à simplifier, à clarifier ma pensée. Je me suis un peu libéré aussi, je pense, de la littérature, de la grande littérature. Ouais. Je me suis un peu libéré de certaines influences, puis de l'idée de la littérature, de l'idée de la grande littérature, de l'idée de la phrase qui est porteuse de sens. Je trouve que j'ai trouvé une forme de simplicité dans une écriture, dans une écriture très orale, très pensée, mais même surtout dans une écriture un peu hémorragique, quoi. Voilà, j'écris d'une façon, je trouve que j'ai vachement libéré ma plume, dans le sens où même, et je pense que c'est aussi par contre-coup au cinéma, c'est-à-dire au cinéma où on a du mal à laisser aller l'inconscient, parce qu'à un moment on va se retrouver confronté au monde réel, quoi. On va se reprendre le réel dans la gueule au cinéma. Dans la littérature, on peut laisser aller quand même tout ça, quoi. On peut vraiment laisser aller la plume. Et même se laisser aller à l'inconscient, quoi. Et c'est cette littérature hémorragique, ce style hémorragique dont tu parles, qui fait que tu fais 1000 pages sans t'arrêter. C'est-à-dire que dans la forme, là, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de pause. Enfin... Alors, déjà, j'ai voulu un peu en terminer avec la littérature. C'est vrai qu'il y a ce souci de terminer le chapitre par une phrase lourde de sens sur laquelle le lecteur pourra s'arrêter et s'endormir là-dessus, ça va travailler, tout ça. Moi, je me suis dit, non, même quand on fait une phrase lourde de sens, on continue, quoi. Voilà, le tunnel, comme ça, tout droit. C'était un des gros trucs du bouquin, c'est-à-dire, pas d'ellipse, il n'y a aucune ellipse. En même temps, le roman est très elliptique parce que finalement, je pense qu'il va y avoir fondamentalement, il va y avoir peut-être une dizaine de journées parce qu'on raconte tout, voilà, avec le héros, mais finalement, c'est un roman qui peut se passer sur un mois, comme sur 3 mois, comme sur 6 mois. On passe au moins quand même de la fin de l'été à l'hiver, à la neige, quoi. Voilà. Sans toutefois passer le premier de l'an. Hein. Donc il y a un côté onirique aussi, quoi. C'est-à-dire le temps est complètement dilaté tout en étant contracté, quoi.
non, et par contre, je l'ai pas. Enfin, moi, j'écris sur des petites sessions, quoi. Moi, je trouve, une fois que moi j'ai bossé 2 heures, Ouais. ça va, ça me je suis calmé, quoi. Tous les jours? Ouais, enfin, allez, 2 heures le matin, 2 heures le soir, quoi. Mhm. Voilà, allez, on va dire 4. Et puis surtout, moi, finalement, c'est là où, où ça a été assez tranquille, très détendu comme écriture, c'est-à-dire que moi, j'écrivais, j'ai travaillé 2, 3 mois là-dessus, puis j'ai arrêté pendant 3, 4 mois, 5 mois, des fois 6 mois, pour me consacrer à des scénarios, voilà, pour écrire des scénarios, et j'ai quand même écrit plusieurs scénarios, et j'ai fait un film, quoi, voilà. Donc l'écriture est facile chez toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... T'as pas de difficulté avec l'écriture en fait, c'est quelque chose... Enfin je veux dire, t'es pas de page blanche... L'angoisse de la page blanche, ouais. Alors l'angoisse de la page blanche, ça c'est un truc, c'est marrant, c'est un truc que j'ai pas, mais parce que, enfin, bon déjà, ouais, quand j'ai rien à dire, eh ben, j'arrête d'être devant mon ordinateur, je fais autre chose, quoi. Donc déjà ça c'est pratique. Et puis après, moi c'est marrant parce que j'écris, enfin, j'ai pas l'angoisse de la page blanche parce que j'écris, quoi, voilà. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de pages que je fous en l'air, quoi. Donc c'est Oui, tu dis que t'as beaucoup coupé là en fait, t'as beaucoup enlevé. J'ai beaucoup coupé, puis enfin, déjà j'ai beaucoup coupé à l'arrivée, mais même j'écris, puis je reviens beaucoup en arrière, quoi. C'est-à-dire à des moments je me dis non, cette piste elle n'est pas intéressante, il faut que je revienne, quoi. Faut que je parte dans quelque chose d'autre. Donc je contrecarre l'angoisse de la page blanche en écrivant n'importe quoi des fois. Voilà. Donc si c'est pour écrire et mettre à la poubelle derrière, bon. Donc c'est un truc que j'ai pas vraiment, mais c'est marrant parce que je suis pas trop en attente, quoi. Voilà, je reste pas en attente. Une fois j'entendais un gars, un libraire qui parlait super bien de tout ça, et il citait Kafka qui disait qu'écrire c'est une prière. Sous-entendu, voilà, écrire finalement, ben, on est là et puis on attend que ça vienne, quoi. Et c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec cette affaire, avec cette histoire que ça serait une prière. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'une prière. C'est, je sais pas, c'est un mélange d'intuition, de déduction, de composition, de rédaction, de déduction, et c'est... alors effectivement, après il y a un truc d'assez beau dans l'idée de l'inconscient, dans l'idée, c'est vrai que quand on écrit, moi j'ai l'impression que quand j'écris, je ne suis pas vraiment le même, il y a quand même quelqu'un d'autre, quoi. Je suis avec cette espèce de double fantasmé qui est Jacques. Et comme je disais tout à l'heure, je parlais de se laisser aller à l'inconscient, et j'ai l'impression que je fais vraiment ça, quoi, dans la phase d'écriture, quoi. Voilà, donc il y a forcément un peu de quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, quoi. Ça vient d'ailleurs, quoi, à un moment ou à un autre. Mais ça se malaxe, ça se mélange avec beaucoup d'autres choses, quoi. On parlait tout à l'heure de la différence, parce que dans le premier, il y avait des chapitres, dans mon souvenir, enfin c'était chapitré peut-être de manière un peu plus classique. En tout cas, quelles étaient les différences Est-ce que tu as voulu chercher des différences par rapport au premier dans la forme? Est-ce que tu l'as travaillé différemment? Ouais. Non, j'ai plus l'impression d'avoir approfondi un truc, d'avoir creusé un sillon, un peu, d'avoir tracé un peu le même sillon, ou de l'avoir creusé un peu plus. Le premier n'était pas chapitré, mais effectivement il y avait des espaces. Ouais, il y avait des espaces entre des paragraphes. Et je faisais ce truc, c'est ce genre de coquetterie littéraire. Enfin, je ne sais pas si c'est de la coquetterie littéraire, mais ce côté, on s'arrête un peu sur un truc qui en jette, quoi. Voilà, une phrase qui en jette, et on reprend à un autre moment, quoi, de la journée, donc une ellipse, enfin un roman plus elliptique, quoi. Et je pense que le premier, c'était... La différence, je crois que le premier, c'est que je savais un peu où j'allais, avec cette histoire. Il y avait quand même un pépé, et je savais aussi que je le faisais
en réaction, il venait beaucoup par la frustration du roi de l'évasion, quoi. C'est-à-dire, je me disais, j'ai pas il y a quelque chose qui est loupé. Donc ton film précédent, ouais, c'est ça, c'était le film que j'avais fait avant. Je sortais du Mmh. roi de l'évasion, j'ai écrit ça. Enfin, et je me disais quand même, là, je vais pouvoir réellement raconter l'histoire. Il y a une histoire que je vais réellement pouvoir raconter. Je vais aller au bout d'un truc qui, quand même, je vais aller jusqu'à l'os d'un truc qui me taraude, quoi. Notamment dans le trash, par exemple. Dans le trash, et puis dans la gérotophilie aussi, puisque, bon, je veux dire, le roi de l'évasion, c'est bien gentil, mais je veux dire, quand on cherche un comédien qui puisse incarner un vieux avec lequel on a une relation sexuelle, le comédien, déjà sur le marché, il y a les comédiennes de plus de 80 ballets, il n'y en a pas tant que ça. Les comédiennes de plus de 80 ballets qui acceptent ça, il y en a encore moins. Et les comédiennes là j'ai trouvé un comédien de 79 ans, mais qui fait, allez, 70, les comédiens font toujours 10 ans de moins que leur âge, quoi, réel, quoi. Pareil pour la jeune fille, c'était encore pire, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, même une jeune, j'ai trouvé des comédiennes géniales de 16 ans, quoi. Elles n'ont pas voulu, quoi. Voilà. Et 16 ans, déjà, c'était un peu vieux, quoi, pour faire une collégienne, quoi. Et du coup, je me retrouve à faire le film avec Afsé Herzi, qui paraît 16 ans, parce que le public est bonne poire, qu'ils veulent bien, le public veut bien y croire, quoi. Mais elle avait 22 ans à l'époque, quoi, voilà. Et puis Pépé a 98 ans. Et dans le roman, le Pépé, il a 98 ans, il va avoir 100 ans, et il n'arrivera pas à avoir ses 100 ans. Et c'est important, quoi, de ce côté centenaire, même ce côté qui a même du mal à tenir debout, quoi, voilà. Et pareil pour la jeune fille, c'est bien qu'elle soit au collège, quoi, voilà. Mais est-ce que tout simplement ça veut dire que le cinéma est moins libre, que tu te sens moins libre au cinéma? Oui, voilà. En fait, et même, je pense même que pour Ravalaire, même, je crois, alors je ne sais pas si je prends conscience de ça a posteriori ou si j'en ai eu conscience avant, mais je crois que je me mets à la littérature, enfin je crois que j'enfonce le clou sur la littérature et je cherche à approfondir l'écriture romanesque. Parce que maintenant, j'ai l'impression que quand même en cinéma, j'ai du mal à inventer une vraie forme nouvelle et je me sens plus à l'aise sur la littérature, quoi. Parce que effectivement, même le cinéma, je trouve que finalement, je pense que je suis déjà dans une forme d'autocensure de l'écriture, quoi. Et ouais, il y a quand même de ça. Peut-être que rester vertical, c'était bien parce que je sortais tout auréolé de gloire après l'Inconnu du lac. Donc là, je savais que je pouvais ramener une vraie merde et on me la financerait à bonne hauteur. D'ailleurs, je pense que Rester vertical est un des plus mauvais scénarios que j'ai rapporté, un des moins bien construits, un des moins travaillés, quoi. Et qu'on a passé d'ailleurs du temps au montage, dont on a passé beaucoup de temps au montage à récupérer les problèmes, et sans vraiment les récupérer, et c'est mon film le mieux financé, quoi. Et dans lequel d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait justement, il y a une scène de sexe avec un vieux. Un vieux qui est, avec, et qui pour le coup a 80 ans, voilà, il y a quelque chose qui commence à se rapprocher un peu. Oui. Il y a, non, et puis, mais bon, il y a une super scène de sexe hétérosexuelle qui passe à la trappe parce que ça affaiblissait cette scène-là, quoi, voilà. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve je trouve que, finalement, je suis dans une forme d'autocensure. Je réfléchis déjà, moi je trouve beaucoup en termes budgétaires, en termes d'économie à laquelle je peux prétendre dès l'écriture. Alors ça a donné lieu à l'Inconnu du lac, et c'est aussi, je fais l'Inconnu du lac en pensant à ça, donc ça donne du Soleil pour les gueux, c'est fait qu'en pensant à ça, quoi. Et pareil, je me dis, je vais faire un film d'aventure avec 3 comédiens et moi, comme ça évitera même ça évitera une bouche à nourrir. Non, en plus, c'était même pas payé à l'époque. En fait, tout ça a été bénévole, quoi. Mais vraiment, et je crois que je continue à avoir ça. Et puis, en plus, je continue à avoir en tête qu'il ne faut pas tourner des séquences que je vais me retrouver à mettre à la poubelle au montage, quoi. Donc, je veux dire, finalement c'est terrible, quoi, parce que c'est trop pénible, quoi, à faire ce genre de truc. Quand on a une super belle séquence qu'on jette, c'est raide, quoi. Donc,
finalement, ben, je trouve qu'en plus, bon, si j'ajoute à ça qu'on n'est pas dans des périodes hyper olé non plus quand même, quoi. Je sens que, je sais pas comment auraient fait les mecs comme Fassbinder, Pasolini, Tarkovsky, Bergman à notre époque, quoi. Mais quand même, on sent quand même qu'on veut du récit, on veut des romans, on veut des films qui soient... ouais, quand même, on va vachement vers du formatage. Bon, il faut quand même un peu aller au Festival de Cannes. Faut aller un peu, enfin, bon, voilà. Et puis le Festival de Cannes, on voit ce qu'il prend quand même. Il ne prend plus les mêmes trucs aujourd'hui que ce qu'il prenait dans les années 70. Quoi. Et donc je pense que quand même si fondamentalement je résiste à ça, je sais que je me laisse avoir par quelque chose de cet ordre-là, de l'air du temps. Quoi, voilà, au moins un roman. Et de toute façon, ce que je dis sur le formatage du cinéma a lieu dans la littérature aussi. Hein. Moi, parce que là, tu es dans une maison qui est très libre. Exactement. Je ne pense pas qu'il y aurait 50 000 éditeurs qui me publieraient le roman comme ça, sans me dire, écoute, c'est trop long. C'est trop long, ouais, voilà, les gens quand même, putain, ils vont avoir du mal à lire ça dans le TGV de Marseille. Voilà, enfin, il faut quand même, on sent quand même qu'il y a ça aussi. Mais bon, voilà, il y a encore, je trouve qu'il y a encore cet espace-là, quoi, voilà. Et puis, je pense qu'au-delà, c'est comme, je pense que j'ai vraiment, je me sens vraiment plus inventif dans le roman, quoi, que dans le cinéma, voilà, aujourd'hui. Tu parlais d'une scène de sexe hétérosexuel que tu as mise à la poubelle. Il y a quelque chose qui me frappe aussi de commun à tes films et tes livres, ce sont des personnages homosexuels qui ont parfois aussi des relations hétérosexuelles. Est-ce que ça aussi c'est pensé et pourquoi? Est-ce que c'est une recherche, je me demandais, est-ce que c'est une recherche d'universalité, de vouloir toucher du doigt, tu vois, bien que ce soit des personnages homosexuels, le plus de gens possible? Non, alors c'est marrant parce que ça s'est posé au moment de l'Inconnu du lac, où j'ai réfléchi à transposer l'Inconnu du lac dans une communauté, dans un monde plutôt libertin, échangiste. Hétéro, ouais, voilà. Comme ça existe d'ailleurs, quoi. Mais bon, après, je ne me suis pas posé la question non plus très longtemps, quoi, parce que ça ne marchait pas, quoi. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et en plus, je me suis dit, et là, c'est devenu même important de tenir bon sur l'homosexualité et d'être universel avec que des hommes à poil au bord d'une plage. Voilà. Non, ça fait partie du fantasme, totalement. Enfin, je pense que quand même on est dans la maman et la putain, il y a Lydia, la putain, il y a Rosine qui est la maman, pour laquelle il y a du désir, mais le désir est très troublant, la nature du désir, on ne sait pas trop. Il met quand même du temps à avoir envie de coucher avec elle. Elle aussi, il ne sait même pas. Bon, en plus, il a tué son fils. Enfin, voilà, ça devient très bordélique. Et puis, il y a même la grand-mère. Elle se retrouve aussi. Donc, ouais, je pense qu'on est quand même dans... Enfin, alors, je ne sais pas si je suis un peu à l'envers des autres hétérosexuels, des autres homosexuels. Mais il y a quand même, moi j'ai toujours quand même ça qui me trotte dans un coin de ma tête, quoi. Voilà, alors bon, je m'appesantirai pas sur le désir d'enfant qui est un peu foutu en l'air, mais quand même cette idée aussi, je pense qu'il y a la tentation de rejoindre la normalité, quoi, de la part de Jacques. Moi, non, là, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une recherche d'universalité. Il n'y a pas le côté, tiens, je vais quand même filer du sexe pour que ça fasse bander les hétéros aussi, quoi. Voilà, non, je ne suis pas trop... je suis pas trop là-dedans, quoi. Ouais, c'est plus une envie de faire le tour de la question, quoi, du fantasme. Et non, et toujours pareil, quoi. Je me laisse quand même beaucoup aller à tout ce qui me turlupine. Mais l'universalité, depuis l'homosexualité, tu as réussi à le faire et tu l'as trouvé, puisque l'Inconnu du lac, ça a été ton livre, ton film le plus connu. Complètement, c'est mon plus fort nombre d'entrées. Enfin, c'est effectivement mon film le plus universel. Et comment tu l'expliques d'ailleurs? Est-ce que d'ailleurs, parce qu'on se souvient, enfin je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais il y avait eu quand même aussi
polémique politique associée Ouais. à ça, la censure à Versailles et puis à Saint-Germain-en-Laye, je crois, je sais plus, de l'affiche. Dans l'ouest, on va dire, dans les Yvelines. Dans l'est Voilà. francilien. C'était quand même l'ouest Francilien. parisien. Ouais, tout à fait. Francilien, ouais. Alors évidemment que ça a fait, ça a participé que ton film soit connu dans l'arche publique, mais pas que, évidemment. Non, Comment t'expliques que ça? Enfin, moi déjà, je ne m'explique pas, honnêtement, quand je faisais L'Inconnu du Lac, moi je pensais que je faisais un film pour 10 000 spectateurs, quoi. Ah, oui. Voilà, enfin, j'avais quand même conscience. Ça m'énervait quand on me disait que je faisais un film de PD pour les PD, parce que j'étais persuadé que non, je faisais un film qui pouvait parler vraiment à tout le monde, mais à tout le monde d'une façon quand même bah ouais, quand même, aller faire un film avec que des mecs à poil au bord d'une plage, sans changer de lieu et tout ça, bon, même s'ils sont habillés de temps en temps, quoi. Il y avait. Et alors, est-ce que j'ai. Non, je pense que de toute façon, il y a eu. Je pense qu'il est tombé en phase aussi avec un gros débat de société, comme c'était l'époque de la bataille pour le mariage pour tous, quand même, quoi, et qui a été. Parce que ton film de quelle année c'était 2000, il est sorti en 2013, ouais, on était vraiment plein dedans, et puis c'est quand même un moment où c'était très tendu, où on s'est quand même un peu repris dans la gueule l'homophobie qui était latente, enfin, je sais pas, c'est marrant parce que moi j'étais pas forcément investi, je me suis retrouvé à aller manifester, alors que moi j'étais plus pour un développement du Pacs. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits avec le Pacs qu'avec le mariage. Le mariage, pour moi, ça reste un vieux concept un peu bourgeois, un peu chrétien, quoi. Chrétien, un peu con même, hein, qui correspond plus vraiment à. Enfin, il faut continuer à habituer, il faut se jurer amour toujours, il faut se jurer d'habiter sous le même toit. Bon, je veux dire, ça correspond plus vraiment à la conjugalité, moi je trouve moderne, quoi. Et je trouve que le Pacs c'est beaucoup plus et moderne, quoi, voilà. Donc j'avais pas spécialement envie, moi, du mariage. Après, je sais que c'était une vraie revendication dans le monde homo, mais je sais que vu l'opposition à laquelle on s'est heurté, quoi, moi je me suis retrouvé moi-même à aller manifester pour le mariage pour tous, quoi. Donc ça a été, et je pense qu'effectivement, nécessairement, quand un film rencontre une problématique réelle, concrète, forcément, je pense que ça aide le film à bien marcher. Après, c'est pas... on fait vachement moins d'entrées qu'un film comme 120 BPM, par exemple. Ouais. Voilà, ça reste quand même... ça passe les 100 000 entrées, mais bon, voilà, on n'est pas non plus au million, quoi. Et à propos de cadre bourgeois, j'allais dire, tu m'as dit aussi vouloir écrire, notamment avec ce livre, mais je pense le premier aussi, contre la littérature bourgeoise. Tu m'as dit ça dans l'interview. C'est aussi, par exemple, ce que dit Édouard Louis aujourd'hui avec son dernier livre, enfin ses livres de manière générale. Il dit « Je veux écrire contre la littérature bourgeoise ». Qu'est-ce que tu veux? Alors, je veux terminer, non, parce qu'il y a quand même un truc hyper important dans L'Inconnu du Lac aussi, et c'est la grande réussite, on en a parlé aussi comme d'un film hitchcockien, quoi. C'est là aussi que l'universalité, que le film a son universalité, c'est-à-dire que ça passe aussi par du genre, ça passe par le polar, le crime, le suspense, alors au-delà du polar, quoi, parce que c'est aussi par cette tension entre l'amour et la mort, l'érotisme et la mort, quoi, voilà. Donc il n'y a pas qu'un contexte social qui est là pour la réussite qui compte. Mais je pense qu'entre tout ça, effectivement, on a beaucoup parlé du film. Mais une tension qui est là aussi. Et c'est marrant parce que moi, le film est vachement connu, hein, et plus connu que vu. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont entendu, je dis que quand je dis que je suis le réalisateur de L'Inconnu du Lac, notamment moi, quand je drague dans le monde homo, il y a des fois, je dis aux gens, enfin, je dis mon nom, les mecs ne me connaissent pas. T'es cinéaste, tu fais quoi comme film? Le plus connu, c'est L'Inconnu du Lac. Ah, je ne connais pas, mais quand même, ça m'arrive encore, même dans le monde homo. Hein, voilà. Donc, merde, alors, c'est ça qui est le chien, c'est que je digresse et après je retrouve. C'est comme dans le livre. Comme Jacques. Voilà, exactement. Oui, et donc non, c'était pour dire que le film parfois est plus connu qu'il n'est vu, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est bon, ça en plus,
pas fait pour me déplaire. Voilà. Ouais. C'est toujours quand même une forme de succès, quoi. Mais alors, Donc, sur ce truc contre la littérature bourgeoise, comment tu l'as défini, la littérature bourgeoise? Qu'est-ce que ça signifie d'écrire contre? Alors, à l'époque, quand tu m'avais posé la question sur Édouard Louis, qui parlait d'être contre la littérature, alors, je t'avais dit que non, là, je n'étais pas trop d'accord. Effectivement, je suis... c'est-à-dire que la littérature, pour moi, n'est pas d'essence bourgeoise, quoi. Ouais. On a quand même les mecs comme Bukowski ou... Céline, ne sont pas franchement des grands bourgeois et ont fait leur trou dans la littérature. Enfin, je pense que je pourrais trouver pas mal de monde, quoi. Après, comment dirais-je, non, après, moi, non, mais c'est-à-dire, est-ce que je suis contre la littérature? Proust était un grand bourgeois, et c'est quand même pas dégueulasse, c'est ce qu'il a fait, quoi. En fait, voilà, les grands bourgeois ont aussi produit des choses très belles, quoi. C'est vrai que maintenant, je constate, à l'heure actuelle en France, que beaucoup d'écrivains, vachement d'écrivains ont fait des hautes études, généralement ils sont normaliens, ils ont fait normal sup, et que je pense que ça aide pas effectivement à produire on sent que tout ça travaille dans le sens du style, de la belle langue, voilà, en ce sens-là, effectivement, moi ça me déplaît. Et même du formatage, quoi. Je pense qu'il y a quand même, je vois l'importance, là c'est ma première rentrée littéraire, je vois l'importance que revêtent des conneries comme le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Médicis, qui pour moi sont vraiment, il y a un côté, c'est comme être chevalier des arts et lettres, commandeur de la Légion d'honneur, tout ça, c'est des médailles à la con, quoi, franchement. Après, c'est pas si à la con que ça, vu que ça assure, finalement, je pense que ça fait bien bouillir la marmite, quoi. Mais je vois la compétition, l'importance que revêt la compétition, quoi. Effectivement, j'imagine qu'il y a quand même un peu une course au style et à la belle langue, quoi, voilà. Et après, effectivement, je reste plus curieux de choses qui seraient un peu plus, on va dire, détendues, débarrassées de ce genre de pression, quoi, voilà. Donc, après, on sait très bien que c'est vrai que je rêverais d'une littérature populaire. D'ailleurs, je reprends beaucoup, moi, les genres populaires, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup citer Astérix, Tintin, ça c'est mes vraies influences, quoi. Je vais pas sortir je vais pas parler de Fantomette ou du Club des 5, quoi. Mais finalement, ce qui m'a formé culturellement, ça fait partie quand même de mon fond culturel, quoi. Tout ça, quoi. Et puis sans parler du polar ou des choses comme ça. Après, l'autre truc, c'est que je me rends compte que Céline, tout populaire qu'il était dans son écriture, dans son langage, n'est pas populaire. Non. Je ne sais pas si d'ailleurs on lit Céline, si on lit tant que ça s'est mis en France, d'ailleurs, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr, et je ne pense pas qu'il ait été lu par le peuple ni à son époque, ni maintenant, quoi. Voilà. Ça serait quoi voilà. Je suis contre une littérature académique et formatée, quoi, voilà, et qui court après la gloire, quoi. Mais la gloire, le succès. Mais je sais pas d'ailleurs une littérature populaire, qu'est-ce que ça pourrait être, quoi, maintenant. Je sais même pas si le roman noir des années 80, par exemple, les mecs comme Didier Denex, Frédéric Fajardy, des années 80, mais au-delà, il ne faut pas non plus ces mecs quand même continuer à écrire après, ou Jean-Patrick Manchette, tout ça, je ne sais pas si c'était si populaire que ça, par exemple, j'ai pas du tout idée de ça. Je ne sais pas si on lit encore autant que ça, en fait. Manchette, pas trop. Non, mais est-ce qu'on lit encore autant que ça en France, et est-ce qu'on lit encore dans les couches populaires, quoi, par exemple, j'en suis... vaste question. Mais est-ce que toi tu veux lire maintenant, tout de suite, un extrait? Ah ouais, voilà, l'art de la transition. Allez, je lis un extrait.
Merde, je me rappelle plus ce que j'ai choisi. Ah oui, alors c'est le côté fouineur. Jacques, il mène son enquête. Disons que il est dans un monde très mystérieux, là-haut, dans la forêt du col de l'Homme Mort. Et il a tendance quand même à espionner tout ce monde parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se tramer au bord d'un ruisseau, dans un coin de la forêt. Et il espionne. Et on n'a toujours pas parlé du curé, j'ai toujours pas cité le curé même. Donc il y a le curé qui arrive. Donc je prends donc je fais hyper gaffe, j'avance doucement, je regarde loin, parfois je sors du chemin, je m'assieds derrière un arbre et j'attends, je scrute la forêt à la recherche du moindre mouvement. Et au bout d'un moment, je finis par apercevoir quelque chose de très lent qui passe entre les arbres en contrebas, un mouvement, une ombre, et finalement je crois voir une silhouette qui s'efface dans les arbres. Et j'attends encore un peu et puis plus rien. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Si je descends et que le curé me voit, il va croire que je l'espionne. Ça peut tout foutre en l'air. Et si c'est lui, il finira bien par remonter, récupérer sa voiture. Alors je ne prends pas de risque, j'attends. Mais si je le vois remonter, qu'est-ce que j'en aurai de plus? Alors j'y vais, je redescends. Je vais le plus droit possible, en direction de l'endroit où j'ai vu disparaître la silhouette. Mais j'ai tellement la trouille de faire du bruit, la trouille de me faire choper, et même la trouille des loups que j'avance pas, et au moment où je me décide à descendre, parce que j'en ai un peu marre de rien voir et de pas avancer, juste à ce moment, j'entends une voix, je comprends rien, c'est très flou, je m'arrête. Et je crois comprendre quoi. À l'intonation, ça pourrait être quelqu'un qui dit « c'était quoi ?» Je m'accroupis derrière un arbre, j'entends des pas, mais je vois rien. Et puis silence. J'ai cette sensation désagréable d'être observé, et je me retourne sur ma droite, puis sur ma gauche, et là, il y a le curé et Thibaut qui sont côte à côte, arrêtés, un peu étonnés, qui me regardent. Je ne sais pas quoi dire, mais comme ils disent rien non plus, j'ai une idée. « Ah, c'est vous » je fais en m'effondrant sur le cul. « Vous m'avez fait peur. »« Et qu'est-ce que vous croyez que c'était » me fait le curé goguenard. « À votre avis ?» Je dis ça sans la moindre idée. Aucune idée. Le curé dit ça en regardant Thibaut, et Thibaut sait pas non plus. Là, j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis belle lurette tous les deux. Alors je sais que ça va être ridicule, mais je trouve rien d'autre à dire que « ben des loups ». Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions Non, juste pour dire ça, c'est que je choisis cet extrait parce qu'il fouine, mais il est toujours en train de cogiter, il est toujours en train de tergiverser, d'hésiter, et de nous faire part de ses doutes et de ses hésitations, que ce soit pour des actions aussi connes que espionner les gens, ou que ce soit pour les grandes questions politiques ou métaphysiques. Ah oui, on suit toute sa pensée. Voilà, on est toujours dans sa pensée. Moi, j'avais une question pour rebondir quand on parlait de vos influences de la littérature bourgeoise ou populaire. Est-ce que vous écrivez les livres que vous aimeriez lire et qui n'existent pas? Ah ouais, oui, alors... ou pas? Bon, non, fondamentalement, je pense que je fais les films et les livres que j'aimerais... Les films que j'aimerais voir, les livres que j'aimerais faire, que j'aimerais lire. Et quand même que ça n'existe pas, parce que si ça existait déjà, ça ne m'intéresserait pas beaucoup, quoi. Mais après, j'ai conscience quand même que je ne serai jamais mon propre spectateur et mon propre lecteur, je ne me découvrirai jamais moi-même. Donc je reste un peu, je ne suis pas sûr non plus de ça, quoi, parce que finalement, comment dirais-je, la culture en général, ça va avec quelque chose on aime des choses parce qu'on nous a donné à voir quelque chose qu'on ne désirait pas forcément, quoi, et on se met à désirer quelque chose dont on n'avait même pas idée, voilà. Donc je ne peux pas être... C'est Jean Vilar qui disait ça, quoi. Il faut donner à voir des choses, il faut donner aux gens des choses dont ils ne soupçonnent même pas qu'ils ont envie de les voir, quoi. Et donc à ce sens-là, le jeu est faussé, quoi, du coup. Moi, c'est un truc tout bête, mais quand vous avez parlé des scénarios, et puis donc là, le roman, il y a beaucoup de mots, on dit, il y a beaucoup de pages, mais L'inconnu du lac, j'imaginais, par exemple, que c'est un scénario qui pourrait être très, très fin, ou qui n'ait pas beaucoup de mots, enfin, pas beaucoup
d'indications. J'en sais rien, c'était l'idée comme ça que j'avais en tête. Et voilà, en fait, en vous écoutant, je me suis dit peut-être qu'en fait c'est des scénarios très écrits et ouais, c'est ça qui m'a traversé. Oui, L'Inconnu du Arc, c'était très écrit, et puis après très épuré. Vous avez reconnu déjà, il y avait une grosse épure à l'écriture, mais il y avait beaucoup de dialogues. Il y a pas mal de dialogues qui ont sauté au montage. Au montage, on a vraiment travaillé dans le sens de l'épure, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça fait un film très peu bavard, quoi, à l'arrivée. Ouais. Donc, il y a un peu les séquences avec Henri au bord du lac, avec l'homme qui les regarde, qui est un peu en retrait, et voilà, mais sinon... non, moi j'écris énormément mes scénarios, ouais, c'est un truc que je travaille beaucoup, quoi. Ok. Et est-ce que le col de l'homme mort, il existe ou pas? Ouais, il existe. Ouais, de toute façon, il y en a plusieurs, des cols de l'homme mort. Au moins dans le sud de la France, moi j'en connais 3, quoi. Voilà. J'en connais un réellement sur lequel j'ai été, les 2 autres je ne les connais pas, quoi. Mais je sais qu'ils existent, ouais. Et même ça a été un point de départ de... Ça c'est un truc qui moi, me fait fantasmer Jacques, mais moi m'a fait fantasmer pendant des années aussi, le col de l'homme mort. Quand je l'ai vu sur une carte, je me suis dit quand même, il va falloir que tu ailles là un jour. Ah oui, quoi. Ouais. Il s'appelle vraiment comme ça, c'est pas des gens du coin qui l'appellent comme ça parce qu'il y a un mec qui mord là-bas, quoi. Après, alors il y a les légendes du... il s'est appelé comme ça parce que... il y a plein de légendes, genre 2 frères qui sont morts, mais pourquoi qui sont morts de froid, un mec qui en a tué un autre, puis après il y a l'autre version qui est la plus plausible, que ça serait le col de l'olme mort, l'olme, l'arbre, voilà, c'est beaucoup plus décevant, moins rigolo, quoi, moins intéressant. Donc tu mixes des vrais lieux et des faux. Voilà, exactement, ouais. Et je reprends des vrais noms de lieux, mais sans les mettre au bon endroit. Voilà. Que je mets pas au bon endroit. S'il n'y a pas de Bellegarde par là-bas, par exemple. Vous ne devez pas parler du curé? Et après, le curé, disons, oui, toujours pareil, c'est un personnage très... en fait, c'est mon personnage préféré, je pense, du roman. Oui, finalement. Et c'est un curé qui est très particulier, vu qu'il va dormir avec les paroissiens et les paroissiennes du coin quand les gens ont perdu quelqu'un, un être cher, et qu'ils en émettent le désir, ou même sans avoir perdu un être cher, mais quand ils sont malheureux, quand ils ne sont pas bien, qu'ils n'ont pas envie d'être seuls, le curé, lorsqu'ils en émettent le désir, le curé va dormir avec eux, va passer la nuit avec eux, voilà, en tout bien, tout honneur, et de façon très chaste. Et puis c'est vrai que c'est un curé qui est très... qui est beaucoup dans l'amour du prochain, quoi, mais alors à tous les sens du terme. Il a une vie chaste, sa particularité aussi, c'est qu'il défend beaucoup l'idée de... Il a du désir, il a du désir pour les hommes, il a du désir pour Jacques, et il a d'ailleurs du désir, je pense, pour Rosine aussi. Mais il a décidé que pour continuer à aimer les hommes, le prochain, les hommes et les femmes, et pour continuer à les aimer, il ne fallait pas qu'il couche avec eux, quoi. Voilà. Il ne fallait pas coucher parce que ça tuait l'amour. Et Jacques, d'ailleurs, est très intéressé par cette conception des choses. Et tu les imagines, des personnages, parce que tu dis je pense qu'il aime Rosine, etc. Enfin, tu les vois, physiquement, tu les vois bien ou pas? Non, je les vois pas bien. Ouais. Non, je les vois pas bien. C'est des images très diffuses, quoi. D'ailleurs, je me contente je suis pas dans les descriptions. Je suis pas dans les descriptions flaubertiennes ou balsaciennes, quoi. Ça reste très. Il y a de temps en temps quelques détails qui pointent, mais et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un truc ça qui est très, très compliqué au cinéma, ce passage du scénario, de l'écriture du scénario au casting, quand il faut que je choisisse les comédiens qui vont incarner les personnages. J'ai quand même toujours une phase, et ça me prend, et c'est assez long, ça me prend 15 jours, un mois, quoi, pour me dire que je ne trouverai jamais les comédiens qui correspondent aux personnages que j'ai écrits, parce que les personnages sont trop diffus et ces comédiens-là n'existent pas, et il va falloir que je me débrouille autrement, quoi, que j'accepte de faire avec des comédiens qui ne sont pas ces personnages-là, quoi.
Et sur les lieux, c'est pareil, parce que c'est quand même très sur le sud. Est-ce que Les lieux, ouais, non, mais les lieux, c'est souvent. Là, par exemple, je suis sur des lieux vrais, quoi. Je suis sur des vrais lieux, c'est-à-dire, là, ouais, j'ai fait tout le roman en pensant à des vrais lieux, après qui sont refantasmés dans mes descriptions, pareil, je suis pas fidèle aux vrais lieux. Dans du réel, là. Mais quand même, la base est vraiment réelle, quoi. Ouais, non, sur les lieux, c'est tout autre chose, quoi. Et même un cinéma, Et d'ailleurs. c'est le sud, hein. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, là c'est le sud, ouais. C'est même là, je pense vraiment à une vallée une vallée dans laquelle j'aime beaucoup aller, quoi. Et ce livre pourrait devenir un film ou pas? Le livre, non, ne deviendra pas un film, quoi, à moins que quelqu'un décide de l'adapter, d'en faire une série, hein, je sais pas combien d'épisodes. Voilà, c'est ça. C'est à la mode. Et ça sera pas moi, quoi. D'ailleurs, je sais pas si j'accepterai, d'ailleurs. Mais par contre, il y a déjà dans mon nouveau film qui va sortir, qui est déjà fini, qui est fini depuis décembre l'an dernier. J'ai tiré deux personnages, notamment Lydia et Abdou, la prostituée rentre en compte à Clermont-Ferrand, et Abdou, le supposé terroriste qui aurait participé à un attentat à Clermont-Ferrand, mais qui ne l'est pas, voilà, et dont on ne sait jamais vraiment s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Eux, c'est vraiment un film que j'ai tiré à part pour un film. Ouais. J'ai fait un film, enfin, on retrouve ces personnages-là. Ça ne se joue pas du tout de la même façon que dans Rabelais, mais bon, je pense qu'on les reconnaîtra sans peine. Et d'ailleurs, c'est vrai que leur trajectoire est très hors champ, quoi, dans le roman, quoi. Oui. Je les ai un peu laissés tranquilles. Oui. Ils réapparaissent, mais ils font leur vie complètement hors du roman, quoi. Ok. Eh ben merci, on s'arrête là. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.